sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Romain Auclair pour un épisode spécial de fin d'année. Romain est un kiné certifié McKenzie. Il a voyagé autour du monde pendant 4 ans en vélo pour aller découvrir comment travailler et vivre les physio-kinés du monde entier. Dans cet épisode, on parle donc d'intégration des patients à leur traitement, d'empathie et d'intolérance, et d'efficacité du traitement versus sédentarité. Je tenais à vous remercier pour cette belle année qui se termine. Le podcast a dépassé les 50 000 écoutes, toutes plateformes confondues. Merci donc à vous qui m'écoutez. Je vous souhaite de belles fêtes et le meilleur pour 2022. Comme d'habitude, je compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment Story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Romain. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande pour cette interview un peu spéciale. Eh ben merci à toi de ton invitation surtout. Ouais, super. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens, où c'est que tu as été diplômé ? Ouais, alors moi je suis briançonnais, viens de Briançon dans les Hautes-Alpes. Donc petite ville près des stations de ski, j'ai grandi là-bas et j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve, à une université au sud de Bruxelles en Belgique où j'ai été diplômé en 2012 d'un master. D'accord, super. Et alors 2012, après qu'est-ce que tu as fait après ce diplôme ? Alors j'ai commencé tout de suite à travailler. Donc je suis revenu dans mes Alpes natales et je me suis installé donc à Briançon pour travailler. J'avais dans l'idée de faire des remplacements un peu à droite à gauche et puis finalement j'ai trouvé un poste d'assistant qui était super intéressant pour moi sur le plan professionnel et j'ai pu pas mal me former sur la méthode de McKenzie laquelle je suis spécialisé maintenant et que je pratique en première intention. D'accord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et d'où ça vient ? Alors, McKenzie, ça vient de la Nouvelle-Zélande, de Robin McKenzie, et ça a été développé dans les années... ça a fini de se développer dans les années 70-80, et c'est le concept MDT, donc en fait, on va essayer de proposer aux patients un exercice pour essayer de diminuer leur douleur, ou carrément même de les abolir. Et c'est une série, en général, c'est très souvent une série d'exercices. Les patients sont invités à le refaire à la maison pour se soulager eux-mêmes. Donc les patients sont intégrés de façon active au sein de leur traitement et essaient de se prendre en charge par eux-mêmes. D'accord, super. Et tu l'utilises vraiment sur toutes les pathologies et toutes les articulations ? Alors c'est principalement axé pour tout ce qui est pathologie du dos, de pathologie d'origine mécanique. Ceci dit, on peut vraiment l'inclure dans toutes les articulations du périphérique. Je l'utilise énormément pour les genoux, pour les hanches, les chevilles, les épaules aussi. Et après, c'est un abord plutôt mécanique. Donc l'idée, c'est d'essayer de s'automobiliser via des exercices. Je dirais plutôt des mouvements. Les exercices, ça fait toujours un peu peur aux patients. Alors je dis souvent des mouvements répétés. Et après, on peut inclure d'autres choses, bien entendu. Ouais. Super. Et alors justement, après avoir bossé à Briançon, combien de temps tu es resté et qu'est-ce que tu as fait après ? Alors je suis resté 5 ans, le temps de me préparer un petit pécule. Et quand j'étais étudiant, quand j'étais à l'université, j'allais beaucoup voir des conférences de voyage. Et souvent, c'était des grands voyages et ils étaient à vélo. Et je me disais, bah tiens, quand je serai grand, j'aimerais bien faire ça. Et au fil de ces années de voyager et tout, j'ai commencé en fait à voyager un petit peu à vélo. Puis plus ça allait, plus je me disais, bah, j'aimerais bien faire un grand voyage. Et en 2017, je suis parti pour presque tour du monde, au moins la moitié déjà. Donc j'ai réalisé de la France jusqu'à l'Indonésie. Ouais. Et le but c'était d'aller jusqu'en Nouvelle-Zélande, donc à la voile dans un deuxième temps. Ouais. Mais ça s'est pas fait suite à des petits problèmes techniques, donc j'ai pris un avion. Ouais. Mais du coup, je suis parti sur ces 4 dernières années, donc à vélo, à travers toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, sur environ 32 000 kilomètres en tout. Putain, c'est ouf. À vélo. Ouais.
Et voilà. Et j'avais besoin d'impliquer un projet autour de la kiné. La kiné reste ma passion première avec le voyage. Mm. Et du coup, j'ai décidé de rencontrer des kinés dans tous les pays que j'ai traversés pour savoir comment est perçue la profession, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce que l'accès aux soins est possible dans ces différents pays. Et donc, j'ai réussi à rencontrer des kinés dans tous ces pays-là. C'est ouf, c'est énorme. Et comment, alors, il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais déjà, quel pays tu as traversé? Tu vois, est-ce que tu peux nous faire un peu qu'on imagine un peu? Ouais, du coup, je suis parti de France. J'ai fait France, Suisse, Italie, tous les Balkans, Ouais. le long de la côte adriatique, donc la Croatie, Bosnie, Monténégro, Albanie, jusqu'à la Grèce. De la Grèce, je suis passé en Turquie et j'ai passé mon premier hiver en Iran. D'accord. De l'Iran, j'ai passé 3 mois et puis je pouvais pas aller au Turkménistan qui se situe au nord-est, qui était la prolongation du voyage. Je pouvais pas y aller pour des histoires de visa, donc je suis revenu en arrière par l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, traversé en ferry la mer Caspienne et du coup j'ai fait une partie des stans, donc tout le Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, pour arriver au nord-ouest de la Chine, traverser la Mongolie jusqu'à Ulaanbaatar. Là, j'étais un peu juste sur les visas. J'ai pris un peu des trains pour descendre jusqu'au sud de la Chine. Ouais. Et ensuite, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Singapour. Et j'ai fait toute l'Indonésie, enfin une grande partie de l'Indonésie, toutes les îles de Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, jusqu'au Timor et au Timor oriental. C'est un petit pays au nord de Darwin, en Australie, qui a eu son indépendance il y a une vingtaine d'années là. Donc c'est plus ou moins la partie terrestre qui s'est terminée à Dili après 25 000 km. Ouais. C'est ouf. Et du coup, dans chacun de ces pays que tu nous as cités, tu as rencontré des kinés, des physios? Ouais. Pratiquement, je crois qu'il me manque l'Arménie où je suis passé un peu rapidement et c'était un peu difficile, et l'Azerbaïdjan, et sinon, j'ai réussi à rencontrer un petit peu partout, ouais. C'est ouf. Et alors, au niveau organisationnel, comment tu les contactais, ces gens-là? Est-ce qu'ils te répondaient toujours? Tu vois, comment tu faisais? Alors, comment je faisais? J'allais sur notre ami Google, Facebook, Internet, et je tapais physio, kiné, enfin physio en général. Ouais. J'ai eu un peu de tout dans les rencontres. J'ai eu des privés, ceux qui me répondaient. Ouais. J'ai eu des universités. En fait, faut savoir que moi, je suis certifié Mackenzie et ça me donnait le droit de pouvoir. Ça me donne pas le droit d'enseigner, mais ça me donnait le droit de faire une petite intervention pour parler de ce qu'est la méthode. En fait, il y a pas mal d'universités qui étaient intéressées de connaître la méthode et du coup, j'ai fait pas mal de conférences dans des universités comme ça. C'est énorme. J'ai eu les hôpitaux en général, ça a été assez difficile parce que c'est du public. Et dans les pays où j'étais, soit c'est communiste, soit c'est un peu intégriste. Donc en règle générale, ils aiment pas trop parler. Voilà, tout ce qui est public, les langues, ça ne dit pas trop. Et j'ai une ou deux associations, par exemple, ou universités d'ailleurs, au Cambodge et en Grèce, qui m'ont dit que mon projet n'était pas assez officiel pour qu'ils me parlent, quoi. C'est ouf. Donc ce que je peux comprendre quelque part. Pour moi, c'était plus une discussion un peu amicale, mais ouverte, voilà, il y avait ce côté un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on va penser de ce que nous on va dire. Est-ce que c'est pour juger comment on pratique, comment on est organisé et tout. Et donc voilà, c'était pas assez officiel pour eux. Donc ça, c'était un peu compliqué. Il y a des fois des gens qui m'ont pas du tout répondu. Il y a des gens des fois qui m'ont limite invité chez eux. Enfin bref, ça a été du tout au tout, ouais. C'est énorme. Et donc, juste en tapant via Internet physio le nom du pays, tu pouvais tomber facilement sur des privés et sur des trucs comme ça et choper les adresses. Généralement, les cabinets de physio, ils sont référencés soit sur Google, soit sur Facebook. Ouais. Donc ça se trouve. Les universités, il suffit entre guillemets de fouiller un petit peu sur Google et on arrive à trouver des contacts. Pas toujours facile. L'Iran, par exemple, j'ai mis un petit moment à avoir un contact. Et d'ailleurs, quand je les ai contactés, ils m'ont dit, mais
comment vous avez fait pour avoir ces mails. Et puis, ouais, après relativement les universités, ça va. Et après, faut pas négliger. On en parle pas trop, surtout en France, mais il y a la WCPT, donc un site de la World Confederation of Physical Therapy, où il y a toutes les organisations nationales de tous les pays qui sont référencées. Et ça m'a ouvert aussi pas mal de portes, notamment sur la Suisse. Ça m'a ouvert la porte sur Singapour et la Malaisie, où en fait c'est pas des très grandes organisations. Ils ont pas autant de physio que nous en France, où on est dans les 100 000. Et du coup, quand il y en a 500, ils se connaissent un petit peu tous. Et puis, du coup, voilà, le mail circule. Et puis il y a quelqu'un qui me dit, moi, je suis d'accord pour te rencontrer, quoi. Et est-ce que tu rencontrais plusieurs physios par pays? Tu vois, est-ce que tu disais, tu en contactais une dizaine et tu te disais, voilà, si les 10 me répondent, je vais voir les 10, ou est-ce que, à partir du moment où tu en avais vu un, tu te dis, bon, voilà, maintenant je l'ai coché, je profite de mon trip en vélo et je contacte pour l'étape suivante? Je dirais un peu des deux. Par exemple, en Indonésie, j'en ai rencontré plusieurs. J'avais rencontré du privé, j'ai rencontré différentes universités, parce que les occasions se sont présentées comme ça. Il y a eu des pays où j'ai quand même bien galéré, et puis dès qu'il y en a un qui me répondait positivement, j'étais c'est bon. C'est vrai que comme tu disais, t'es quand même dans un voyage à vélo, et le moins de temps tu passes sur l'ordinateur, le mieux c'est quand même. Donc il fallait que ça se fasse assez facilement, et il fallait que ça coule quoi. Et le pays qui a été le plus difficile pour avoir quelqu'un, tu nous parlais, je crois que c'était l'Iran. L'Iran, non, parce qu'une fois que j'avais mis une fois que j'avais eu le mail, en fait, ça allait relativement. Et puis, pareil, ils ont ce réseau un petit peu pour tout, l'Iran. Il y a un réseau, donc on arrive toujours à trouver. Donc ça a été, je pense que le plus difficile, ça a été la Mongolie, pour la simple et bonne raison que ils venaient d'ouvrir l'école de physio. Donc ça a quelques années là, ils ont ouvert ça il y a 3-4 ans. Ça reste un mix de médecine traditionnelle et de physiothérapie moderne comme on la connaît nous. Donc voilà. Ça a été plus difficile parce que en fait j'en trouvais nulle part, parce que déjà il y en a pas, ils étaient pas encore formés. Quand je suis arrivé, c'était les premiers qui sortaient de l'université et ou de l'école, et de couvrir. J'ai réussi à avoir le contact d'un prof qui était philippin et qui donnait des interventions en fait au final en Mongolie. Donc j'ai eu les Philippines et la Mongolie en une pierre deux coups. Wow, c'est énorme. Et à part ça, alors où c'est que tu dormais? Tu vois, comment tu avais ta tente et tu la mettais, tu allais chez les gens avec couchsurfing ou des trucs comme ça? Ouais, tout à fait. Alors moi j'aime bien aller chez l'habitant. Donc il y a couchsurfing et il y a aussi Warm Shower, c'est un réseau social mais pour les vélos, destiné juste pour les cyclistes, qui est plus sympa. Il est relativement assez développé, et il est sympa parce que c'est des cyclistes ou alors des gens qui connaissent le vélo, même s'ils en font pas. Donc ils connaissent un peu plus tes besoins en fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus sympa. Et je les ai utilisés, je les ai vraiment beaucoup utilisés. J'ai eu dans certains pays des invitations spontanées aussi. Des fois les gens, j'arrive dans un village, je commence à faire nuit, je demande où camper. En fait les gens ils connaissent pas le camping, c'est un truc d'occidentaux. Donc ils disent mais non, tu vas pas rester dehors comme ça dans la nuit, viens chez nous. Donc ça s'est fait assez souvent. En Mongolie aussi, on m'a invité dans une yourte, puis les gens au final ils m'ont laissé leur lit et puis ils dormaient par terre quoi. Enfin bref. Et sinon camping, pas mal. Ça dépend des endroits, mais par exemple l'Asie centrale c'est très facile, la Turquie c'est très facile, on peut camper un peu n'importe où. Bon là, j'ai fini sur un camp militaire. Je me suis fait sortir d'un camp militaire en Turquie, donc faut quand même faire un petit peu attention. Mais l'Asie centrale et la Mongolie par exemple, c'est très facile. La Chine, c'est aller aussi. Après l'Asie du Sud-Est, très très difficile, très très difficile parce que c'est cultivé, parce qu'il y a énormément de monde. En fait, ils vivent sur la route. Les bus passent et les bus délivrent les paquets, délivrent les marchandises. Et en fait, ils vont pas dans les terres, ils vivent le long de la route et le long du bruit. Et du coup, pour camper, ça a été vraiment difficile.
Et le reste c'est aussi beaucoup cultivé. Donc là, soit il faut aller chez l'habitant, soit il faut prendre des petits hostels, mais voilà, un lit en dortoir, c'est moins de 5 euros. Si on se débrouille, c'est moins de 5 euros en Asie du Sud-Est, quoi. Oui, c'est ouf. Et alors je pense que c'est difficile à dire comme ça, mais ton meilleur souvenir en tant que kiné, en tant que physio, tu vois, ta meilleure rencontre là où vraiment t'as pu échanger à fond et t'aurais aimé rester plus longtemps, et après, on va dire ton meilleur moment de cyclotouriste, on va dire. En kiné, je pense que ça a été la grosse surprise, ça a été Bangkok. En fait, j'étais passé par bon, tous les pays d'Asie centrale, c'est très d'influence soviétique en fait. Donc les physios là-bas, il faut savoir qu'ils ils font 6 ans de médecine plus une spé physio. Donc c'est 9 ans d'études. Ouais. Et en fait, ils sont plus prescripteurs. D'accord. Moi, j'avais visité des services, il y avait le physio qui recevait les patients, et puis après, il disait, il avait peut-être, je sais pas, 30 ou 40 infirmières. Ouais. Donc, infirmière spécialisée ultrason, infirmière spécialisée fango, infirmière spécialisée massage. Et il disait, vous faites ci, ça, et il faisait rien. Et en fait, les patients passaient aux mains des infirmières spécialisées dans les soins. Des bonnes techniques qui marchent. Ouais. Et donc voilà, no comment. Donc ça, donc moi je suis passé par là. Ça, c'était surprenant. Toute l'Asie, en règle générale, c'est quand même c'est pas développé encore la kiné comme nous on la connaît. Donc c'est du massage, c'est de la médecine un peu traditionnelle. Et quand je suis arrivé à Bangkok, je suis arrivé dans une université. Et alors moi, du coup, je pensais que j'allais faire une conférence sur Mackenzie en fait. Donc j'avais ma petite chemise, j'étais un peu habillé, machin et tout. Et puis en fait, c'était un cours d'exercice pour les sportifs, donc membre inf, membre sup, pliométrie et proprioception. Ouais. Et donc on s'est retrouvés dans une grande salle à faire plein d'exercices. Moi, je leur montrais. Et c'est des gens qui sont pas sportifs en fait. Globalement, les Asiatiques sont en généralisation, ils font quand même beaucoup moins de sport que nous. Et moi, je leur ils montraient des exercices pour les athlètes que nous on fait pour la personne lambda. Ouais. Et je leur disais, mais ça pour un athlète, c'est pas assez. Et donc j'ai un peu remonté le niveau dans le sens où de la difficulté des exercices. Et du coup, on s'est vraiment marré parce qu'il faisait que tomber et puis il riait et puis enfin bref, on a vraiment rigolé, ouais. Donc ça, c'était une bonne rencontre. C'est génial. Et un cyclotourisme alors Et en cyclotourisme, je pense que là j'en aurais pas qui viennent. C'est 4. Je suis parti 4 ans. J'en aurais beaucoup trop qui. Mais je pense que dans le lot, c'est vraiment les moments que j'ai eu à camper tout seul dans la nature avec personne autour. Et en même temps, les moments, comme je l'ai expliqué à Bangkok, de rencontres, d'échanges, de partage, où moi j'ai été hébergé par des jeunes, par exemple sur Couchsurfing, qui avaient 20 ans, 19 ans, 20 ans, alors, ils ont entendu parler de ça et puis ils veulent pas apprendre à parler parler en anglais et tout, alors ils m'hébergent. Mais il y avait pas c'était surtout en Indonésie, donc avec une culture assez musulmane. Et du coup, ils me présentaient pas comme c'est un gars que j'ai rencontré sur internet, quoi. Ouais. Il disait ça c'est un ami. Ouais. Et du coup, moi j'étais reçu dans des familles avec j'étais l'invité d'honneur, quoi. Ouais. Ouais. Puis surtout j'étais le blanc, quand on va à vélo, on peut sortir un petit peu des terrains battus, alors. Ouais. Du coup, j'étais vraiment limite ils en avaient jamais vu, quoi. Donc ça a été. C'est ces deux moments-là, c'est de jongler entre ces gros moments de partage, d'être chez l'habitant, d'échanger, d'avoir c'est vraiment de moments de convivialité et d'échange culturel, et en même temps ces grands moments de solitude vraiment profonde, d'être au milieu de nulle part, personne aux alentours, et te dire ah ouais, c'est pour ça que je fais ça, quoi. Et du coup, alors en termes de physio, qu'est-ce que tu as appris et en quoi ça a changé un peu ta vision de notre métier?
Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que on n'était pas trop mal lotis en Europe et surtout en France avec des soins gratuits. Je crois qu'on est un des seuls pays où on a des soins gratuits. Gratuits, presque illimités comme ça, à s'envoyer des séances, enfin des prescriptions de 30, 40, 50 séances. Donc on est vraiment pas à plaindre. Et relativement la physio, la kinésithérapie dans le monde, elle est relativement similaire parce qu'en fait elle prend des bases communes en fait de ce qu'on a développé dans l'Occident en fait. Donc j'ai pas appris vraiment de technique, je suis pas allé voir des rebouteux, je suis pas allé voir des chamans ou de la médecine traditionnelle, je me suis cantonné à la kiné et partout on en prend un petit peu les mêmes principes. Par contre, on est quand même dans un élan de physiothérapie active, je pense, de plus en plus en Occident, et on sent vraiment la latence dans les pays asiatiques, dans les pays du Moyen-Orient, cette latence on n'a pas encore compris qu'il fallait, c'est toujours le cas d'ailleurs en Europe, mais qu'il fallait activer nos patients pour avoir un bénéfice. Et donc, comme tu disais, quand j'étais en Asie centrale, voilà, moi j'ai vu pas mal de physio où l'activité ça se cantonne à un peu de massage, des électrodes et des ultrasons, quoi. De quoi l'on voit aussi d'ailleurs en Occident encore. Hein, je veux pas le dire, mais voilà que. Donc, mais voilà, et pour eux c'est ça la physiothérapie. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé moi? Je pense que ça m'a apporté plus d'empathie. Et en même temps, c'est un sentiment assez bizarre parce que ça m'a apporté aussi beaucoup plus d'intolérance à ces patients-là qui ne veulent rien faire, ceux qu'on connaît, qu'on voit un petit peu à ça au cabinet. J'entends leur douleur mais c'est vrai que quand ils me disent qu'ils font rien de la journée, qu'ils sont assis sur le canapé à regarder la télé, ça m'a apporté un peu plus d'intolérance parce qu'on n'est pas trop mal lotis, on a vraiment de l'accès aux soins qui est facile. Et moi, j'ai de mes rencontres dans mon voyage, effectivement, enfin, quand je leur disais que j'étais physio, il y a plein de gens, il a fallu que je leur explique. Et que quand je leur expliquais, ils me disaient tiens, j'ai mon oncle, moi je me souviens, j'ai mon oncle, il a mal au bras, machin. Mais en fait, il était tombé en scooter, il s'était cassé le bras. Et ça avait pas été soigné. Donc en fait, il avait une nouvelle articulation sur son humérus. Donc il était cassé en deux avec un cal de chaque côté. Et du coup, le cal était tellement gros que ça faisait presque une articulation. On aurait dit un deuxième coude, quoi. Oh, fin. Et musculairement, et c'était vieux et ça avait 2 ans, quoi. Ouais. Et il vivait avec ça et il disait ça fait mal et je peux pas faire grand chose. J'ai dit ouais, je veux bien le croire, ouais, que c'est compliqué. donc tu vois, quand tu vois ça et que tu dis lui en fait il bosse encore, il conduit, il fait ses trucs, enfin voilà, et du coup ça te fait un peu relativiser toi dans ta pratique ici. Quand quelqu'un te dit je me suis un peu tordu le genou et puis je m'en sors pas, quoi. Ouais. Donc voilà. Et justement, quand toi tu leur expliquais que ta façon de bosser et tout ça avec Mackenzie, que c'était pas mal sur des exercices, sur la prescription tu parlais de mouvement, mais que c'était quand même pas mal actif et que tu avais de bons résultats, est-ce que ça leur paraissait logique et est-ce on va dire, ils avaient envie de suivre ce courant-là de l'actif et qui est de plus en plus présent, ou est-ce qu'ils te regardaient en disant ouais non mais ce que tu nous dis ok, mais nous on préfère garder le massage et tout ce qui est passif, quoi. Alors il y a deux choses en fait. Ça, ces personnes-là que j'ai vu dans le cadre privé, du coup la plupart du temps ils savaient pas ce que c'était un physio, donc je leur donnais des exercices et je leur disais que ça pouvait les aider et tout, et du coup ils le recevaient plutôt bien. Dans le cadre de la physio, des physios que j'ai rencontrés, en fait je l'ai peu abordé. Moi j'ai dit voilà, c'est comme ça que je travaille, mais j'avais pas envie d'induire un peu ce truc, ce côté voilà, ça c'est mieux en fait. Ça c'est ça qu'il faut faire parce que je suis personne moi pour leur dire que il faut pas faire ci ou faut pas faire ça, et
Et tout comme je le ferai pas avec des confrères en France, même si on a tous des fois des jugements sur un peu les pratiques des autres, mais on se permet relativement pas de se dire, bah, en fait, ce que tu fais, c'est pas bien. Et du coup, j'avais pas envie d'impliquer ça, de dire, bah, voilà, moi, je suis le blanc venu d'Occident, et pour vous dire, voilà, je sais, et c'est ça qu'il faut faire. Mais voilà, l'idée, c'est de semer un petit peu des graines, quoi. Et de dire, bah, tu sais, si tu es assez, enfin, s'ils font rien toute la journée et en plus tu fais rien en physio, bah, forcément, ça va pas forcément aller mieux, quoi. Et ils y étaient sensibles quand même, tu vois, quand tu relativement, oui, relativement, je dirais que oui. Ouais. Et est-ce que tu as repris contact justement avec des gens que tu as croisés, que tu es allé voir, et en leur demandant comment est-ce qu'ils pratiquaient maintenant, est-ce qu'ils avaient changé ou pas leur façon de faire? Non, j'ai pas eu de contact ou très peu de contact après avoir vu les gens. Non. C'est pas des gens avec qui je suis resté en contact. Après, il faut savoir qu'ils sont un gros problème international d'accès à l'éducation, en fait. Dans mes interviews, en fait, moi, je leur demandais, c'est quoi pour toi le plus important pour un physio? Ils me disaient, bah, c'est l'éducation. Et en fait, je me demandais, mais quelle éducation, en fait? Parce que si t'apprends qu'il faut faire des massages et un petit peu de chaud, et ben, ok, tu as appris, mais tu as pas appris forcément les bonnes choses, ou en tout cas, il y a longtemps. Et qui doivent être réactualisés. Et l'accès à la réactualisation des connaissances, à la poussée des connaissances est plus difficile. Et à juste titre, hein, parce que tous nos instituts de formation, c'est de l'ordre de, je pense, dans les 250 € la journée maintenant, et puis c'est ce qui se gagne en un mois. Donc, tu vois, c'est difficile de proposer à un Iranien qui gagne actuellement dans les 100 € par mois, de lui dire, ouais, il faut mettre un billet pour faire 4 semaines de formation. Et du coup, alors comment, on va dire, dans la population générale, en dehors des physios que tu es allé rencontrer, comment était vu ton métier quand tu l'expliquais? Est-ce que les gens se disaient ah ben c'est un métier utile, ou est-ce que les gens te disaient en fait on a juste besoin d'un soignant entre guillemets, d'un médecin, mais la rééducation c'est on va dire c'est du surplus, tu vois, c'est du luxe entre guillemets qu'ils peuvent pas se permettre, quoi. En fait, je l'amenais relativement, en fait, quand on me demandait ce que je faisais, parce qu'en fait, quand je leur disais je suis physio, ils savaient pas ce que c'était, et je leur expliquais, j'essaye de soulager les gens, de leur douleur, machin, tout. Alors, du coup, on se disait, un massage. Et justement, en fait, j'essaye de faire autre chose que du massage. Et la meilleure façon que faut savoir que c'est avec des gens qui ont aussi un niveau où le niveau de communication est un petit peu restreint, hein, qui ont soit un anglais faible ou quoi. Et du coup, la meilleure façon que j'ai trouvé de leur expliquer, c'était que j'étais entre le médecin et le prof de sport. Ah ouais. Et que du coup, mon intention première, c'était de soigner, mais en faisant des exercices. Et c'est la meilleure façon que j'ai trouvé. C'est bien expliqué. Et justement, alors maintenant, on va dire, quels sont tes projets, tu vois, après avoir voyagé comme ça, après avoir vu plein de choses différentes. Déjà, est-ce que c'est pas difficile de, entre guillemets, atterrir en France, tu vois? Est-ce que t'as pas eu le blues un peu de, aussi bien pour aller voir de la physio et ce qui se fait ailleurs, que même au niveau perso, d'arrêter d'être en vélo et de retrouver un chez soi, tu vois? Est-ce que t'as pas eu un petit coup de, on va dire, de moins bien? Ah, si, forcément. Mais ça, je pense que c'est un petit peu inéluctable. Je pense qu'après 4 ans de liberté totale, d'être par Mont et par Vaux, d'arriver, de poser les valises, et tu te dis, waouh. Et en fait, ce qui m'a déprimé le plus, c'est ce côté de retour à la vie sociétale. Ouais. Et au point où j'ai l'impression d'en avoir oublié mon voyage, en fait. Au point où
ben je suis là, entre guillemets métro boulot dodo. Et tiens, j'ai l'impression d'oublier ces 4 dernières années qui ont été super riches, ouais. Donc je me force un petit peu, à me dire non mais t'as eu ces bénéfices là, il y a ça qui s'est développé et tout, et ça t'en as tiré parti grâce à ton voyage. Et après 4 ans, faut dire qu'aussi j'étais un besoin quand même de poser les valises, de pas avoir à réfléchir quel temps il va faire demain, est-ce que je vais encore rouler face au vent, sous la pluie, où est-ce que je vais dormir, tout ça, et de se dire d'avoir un peu un confort et de pas avoir à penser à tout ça, c'est aussi bien. Donc j'en avais besoin, je pense que j'avais aussi besoin de me poser. Donc je pense que ça quand même ça a aidé à revenir et à me poser un petit peu. Ouais. Et quel bénéfice alors tu en tires? Tu parlais de ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Je pense que je suis relativement un peu plus posé, si je puis dire. C'est pas une question auquel j'étais préparé, ça. Ah, mais je suis obligé. Je pense que ça m'apporte un petit peu de recul quand même sur la vie, et de me dire bah voilà, ça finalement c'est pas si grave que ça. Ça peut être bien pire, ailleurs. Notamment maintenant où je travaille en Suisse, et je suis quand même confronté énormément à l'immigration. Et je crois que par semaine, j'ai dans les 5, alors pas forcément que à la Suisse, mais en tout cas au poste où je suis, et 5 à 6 patients par semaine qui sont des réfugiés afghans, iraniens, et des pays où je suis passé, et où j'ai vu la difficulté de vivre, et en fait eux ils me racontent leurs difficultés pour atteindre ce qu'on en a, quoi. Donc je pense que je savoure un petit peu plus quand même ce que on a. Et par contre le point négatif, je sais pas si c'est négatif, effectivement, comme j'ai déjà dit, je suis beaucoup plus intolérant aux gens qui en fait soit en abusent ou soit n'ont pas conscience de ça, quoi. Et à quoi comment ça s'exprime chez ces gens-là? Tu vois, est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête, et de toi, ta réaction, où tu te dis putain, non, il est en train de me saouler lui parce qu'il se plaint alors que tout va bien, quoi? Ben ouais, c'est un petit peu ça. C'est des gens qui je pense qu'on n'est pas égaux dans la douleur, on n'est pas égaux dans notre vie, donc on nous rabâche depuis des années le biopsychosocial, et c'est effectivement c'est super important, et c'est à prendre en compte. Mais voilà, on peut pas aller chez le kiné ou chez le physio se plaindre d'un mal du dos parce que on fait aucun sport, on est assis avachi sur le canapé, et voilà, ou alors on va pas chez le physio. Des massages. Et exactement, voilà, pour avoir un massage, parce qu'il y a que ça qui soulage, quoi. Et soi-disant. Et voilà, je peux prendre en charge des gens qui sont assis toute la journée, et les éduquer et tout ça, et je suis totalement à l'écoute de leur douleur. Mais je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses au point. La physio, c'est devenu une des dépenses majeures, je pense, dans nos pays occidentaux, surtout en France. Et est-ce que on est aussi efficace qu'on le prétend? Voilà, c'est la question. Et t'as un avis là-dessus, du coup? Oui, mais alors faut bien savoir que dans cet avis-là, je m'inclus en même temps. Ouais. C'est-à-dire que je pense je dirais pas qu'on souffre, mais en fait on surprescrit de la physio, et que un certain nombre de nos traitements sont soit pas indispensables, je dirais pas efficaces, mais indispensables. Et oui, mais encore une fois, je m'inclus là-dedans. Moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, dans le poste que j'occupe, ben, j'ai des patients où je me dis, je fais ça, mais franchement, je pense qu'on les a tous, là, quoi.
Donc voilà, après le bon, du mauvais, est-ce que de venir un petit peu bouger, faire quelques exercices, discuter et même finir sur un massage n'a pas plus d'importance au final que et si ça les sort de leur canapé, pourquoi pas. Après, c'est une autre discussion. Des fois, je me fais cette réflexion aussi avec certains patients. Je pense à une personne en particulier où on passe beaucoup de temps à discuter, mais pendant qu'elle discute, en fait, elle fait du vélo, alors qu'elle est complètement sédentaire. Et à chaque fois qu'elle vient, j'en profite, je la fais parler parce que surtout elle voit pas le compteur et elle fait, souvent elle arrive un peu avant, elle fait 15 minutes de vélo et après on refait 15 minutes de vélo. Mais pendant ce temps-là, elle parle, mais surtout elle pense pas qu'elle fait du vélo, du coup elle reste active, tu vois. Ouais, alors après on fait les squats et genre de soulever de terre, etc. quoi. Mais c'est vrai qu'on a un métier complexe de par tout ce qu'on peut faire, de par l'écoute qu'il faut, de par l'énergie qu'il faut aussi, tu vois. Je pense, si toi-même en tant que physio, tu es dans le dur pour après recevoir des personnes qui ont besoin d'aide et qui ont des douleurs, bah c'est plus compliqué, quoi. Mais je te rejoins aussi là-dessus que le mouvement et l'activité et que soigner des personnes qui sont sédentaires depuis 20 ans. Alors moi, je me dis toujours qu'on peut arriver à les refaire bouger, que c'est résoudre une partie du problème. Mais c'est compliqué, hein. Oui, tout à fait. C'est top. Et Romain, alors est-ce que tu avais des journées types où par exemple tu te levais super tôt pour rouler le matin et puis entre midi et deux tu te posais pour tu vois, ou est-ce que c'était du freestyle on va dire chaque jour et tu t'adaptais? C'était du freestyle. Alors super tôt, c'est pas arrivé souvent. Mais c'est arrivé et spécialement en Asie du Sud-Est où il faisait quand même vraiment chaud. En plus, j'étais dans les saisons chaudes. Là. Des fois, j'étais facilement à 40. Oh, cool. Et du coup, dans ces moments-là, ouais, pour le coup, ma journée type, c'était rouler de 7h à 1h de l'après-midi. Ouais. Et puis me poser à l'ombre, manger, laisser passer les heures chaudes jusqu'à 4-5 heures et puis rouler 1 heure ou 2 encore. Sinon, après, ça a été vraiment au cas par cas, au nombre de kilomètres que j'ai à faire, à la distance, au comment je suis. Et puis aussi, j'étais pas mal chez les gens. Alors puis des fois, tu te dis, je vais essayer de partir vers 7h30, 8h pour pouvoir rouler. Et puis les gens, bah, ils sont pas levés. Et puis, ou alors ils se lèvent à 8h. Et puis, attends, on va déjeuner. Et puis, il faut dire au revoir à tata. Il faut dire au revoir à grand-mère. puis finalement, tu pars à 11h, quoi. Donc, il y a eu vraiment, je pense qu'il y a eu vraiment de tout. En règle générale, j'essaye par rapport à ce projet physio, j'essaie d'entrer en contact avec le physio du pays d'après un mois à l'avance, de fixer plus ou moins une date d'arrivée. Et comme ça, déjà, j'étais libre là-dessus, quoi. J'avais pas à me poser la question quand est-ce que j'allais arriver, machin tout, et le recontacter. Du coup, ça me libérait pas mal d'organisation et de temps sur Internet. Ouais. Et souvent, en règle générale, je faisais entre 3 et 5 jours de vélo pur, si je peux dire, jusqu'à arriver à une destination. Et puis là, je prenais 2 ou 3 jours de repos. Et puis ça me profitait de parler aux gens, d'expérimenter en fait leur vie. Je me suis rendu compte que même si tu faisais là, par exemple, 4 jours, 1 jour, 4 jours, 1 jour de vélo, tu peux le faire physiquement. Mais en fait, tu fais que du vélo. Tu fais que passer. Et tu fais que passer. En fait, il y a deux façons de voyager. Ça, c'est dans un petit livre de Patrice Manoukian, qui est un grand voyageur, qui dit, il y a 2 façons de voyager. Il y a le voyage de l'émotion et le voyage de la perception. Et quand tu es dans un transport en commun, dans le train, dans le bateau, tu vois plein de choses. Tu vois, tu perçois, mais tu n'as pas forcément d'émotion. Et en fait, c'est vraiment quand tu t'arrêtes, que tu parles aux gens, que tu crées des liens, que tu prends le temps, que du coup, tu crées de l'émotion. Et pour créer de l'émotion en voyage, je trouve que c'est important de s'arrêter et de prendre le temps. Et vu que tu avais entre guillemets, comment on pourrait dire, un calendrier à tenir parce que tu avais pris ton rendez-vous pour dans un mois ou à peu près dans un mois, est-ce que ça te laissait quand même une liberté pour te dire sur les semaines d'avant,
j'ai pas prévu de m'arrêter sur cette ville, mais genre il se passe un truc, il y a une atmosphère qui m'intéresse, il y a des gens qui m'ont proposé des trucs, plutôt que de juste repartir le lendemain comme j'avais prévu, je vais prendre mes 2 jours ou mes 3 jours off ici et je gratterai après du temps. Alors oui, parce qu'en fait, je prévoyais tellement large que je savais que j'allais m'arrêter en fait chez les gens et rester 2-3 jours de plus et sans avoir à gratter en fait. C'est pour ça que ça m'a mis 2 ans et demi pour être en Nouvelle-Zélande. Ouais. C'est que j'ai vraiment prévu large et en fait, ce temps, je me l'octroyais déjà en fait. Ouais. Après, il faut savoir que de toute façon, t'es aussi limité par les visas. Souvent, c'est des visas que d'1 mois. Donc, tu fais ton trajet pour 15 jours. Ouais, plus ou moins globalement, pour moi, je faisais 15 à 20 jours de vélo sur 1 mois de visa pour savoir que j'allais me prendre du temps, me dégager du temps pour mes rencontres et pour rester avec les gens, quoi. C'est trop bien. Et est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré pour ce voyage et pour, on va dire, l'association du voyage et de la kiné, de la physiothérapie? Et est-ce que tu as des mentors qui t'ont aidé à le mettre en place? Comment tu as fait? Alors, je pense que quand j'ai découvert ces voyages à vélo, ça m'a beaucoup inspiré sur les bancs de l'université. Ensuite, j'ai lu On a roulé autour du monde, Alexandre Poussin et Sylvain Tesson. Donc, c'est vraiment les précurseurs du voyage à vélo qui ont fait un tour du monde en 93, je crois, mais sur 1 an. Pour l'époque, c'était quand même vraiment bien. Ouais. Et ensuite, je pense, mon gros mentor, c'est Olivier Père, qui a réalisé un tour du monde de 7 ans, 0 carbone. Donc, il a fait toutes les portions de terre à vélo, les portions de mer à la voile, en voilier stop. Et en fait, il avait une aile de parapente avec lui. Moi, je faisais du parapente. Et en fait, je commençais à préparer mon voyage quand lui est rentré. Et il cherchait où s'installer. Il voulait s'installer dans les montagnes. Donc, on est devenus voisins. Mais non. Et en fait, du coup, on faisait du parapente ensemble pas mal. Et puis, on débriefait son voyage, on préparait le mien. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, ouais. C'est trop bien. Et tu le revois, tu es toujours en contact avec lui, du coup? On est toujours en contact, mais on n'a pas réussi à se revoir depuis que je suis rentré encore. Ah merde. Ouais. J'espère que vous allez vous organiser. Et est-ce que tu as d'autres livres qui t'ont marqué ou que tu peux nous conseiller? Le Tao du vélo pour le voyage à vélo. Mais c'est pas facile à lire. En fait, faut déjà être un petit peu dans le voyage, je pense, pour l'apprécier. Et ce livre de Manoukian. Alors, je le cherche parce que je sais que le titre est un petit peu long. Donc, c'est Le temps du voyage de Patrick Manoukian. Ouais. Le temps du voyage, petite causerie sur la nonchalance et les vertus de l'étape. Et c'est les éditions Transboréales. Ils font vraiment le Tao du vélo aussi. C'est les éditions Transboréales. C'est des petits livres qui sont vraiment sympas. Top. Et alors, Romain, s'il y a des gens qui ont envie d'en savoir un peu plus sur toi et de retrouver notamment les nombreuses photos que tu as prises, où c'est qu'on peut te contacter, où c'est qu'on peut voir tout ça? Alors, moi, j'ai une page Facebook et un compte Instagram qui sont à Physio On Hand, donc PHYSIOON et HAND comme une main. Et le site internet du même nom, physio-on-hand.com. Top, parfait. Et est-ce que tu as un dernier mot, un truc pour finir? Non, merci à toi pour cette invitation. Je peux que encourager des physios, des kinés à prendre de leur temps pour en fait faire leur propre projet. Je dirais pas à vélo, je dirais pas aller rencontrer des physios du monde comme j'ai pu faire, mais pour mettre en œuvre des projets un petit peu personnels. Je pense que ça, la meilleure leçon que j'ai tirée de ce voyage-là, en tout cas. C'est super. Moi, j'ai juste une pensée pour un de mes mentors qui s'appelle Luc Sénégas, qui est à Bordeaux, et qui m'expliquait que lui, à chaque fois qu'il partait en voyage, même en famille, il se prenait une demi-journée, alors faut négocier avec sa famille, mais il se prenait une demi-journée pour aller taper à la porte d'un cabinet de kiné dans la ville où il était ou quoi, où qu'il aille. Okay. Et il me disait, de toute façon, tu peux rien à demander. Et il me dit, tu expliques juste que tu es là pour regarder, pour discuter, et que tu te mets dans un coin et que tu dérangeras pas pendant les séances ou quoi. Et il me dit, personne pourra te le refuser parce que
t'es juste là pour regarder, quoi, tu vois, et échanger. Et je suis vraiment admiratif de ce que tu as fait parce que lier ces deux énormes projets, ces deux passions, et en plus pendant 4 ans, et ouais, j'avais une autre question qui me revient maintenant, mais du coup, par jour, quand tu roulais, combien de kilomètres à peu près tu faisais? Je dirais en moyenne 75. Putain, ouais, c'est énorme. Et je pense qu'on est, faut dire que mon vélo était dans les 40 kilos, Ouais, tout compris. Ouais. Et je pense qu'en moyenne, on est tous autour de ça. Ouais. Hommes, femmes, Ouais. jeunes, vieux, on est tous dans cette moyenne-là entre 70 et 80. C'est énorme. Bon, c'est top. Romain, merci beaucoup en tout cas pour le temps passé à répondre aux questions. Avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'espère que les gens iront voir les photos. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi les photos que tu postais. Ouais, il y en a quelques-unes, ouais. Super. Et puis, du coup, je pense que je vais en republier, en fait, sur le compte Instagram courant décembre, sous forme de calendrier de l'Avent. Je lâche l'info. Allez, exclusivité. Là, c'est exclu. J'ai pris la décision. J'y pensais hier, tu vois. Je me suis dit, tiens, je ferais bien un calendrier de l'Avent. Je fais, tiens, si je partageais une photo. Voilà. C'est top. Merci beaucoup, en tout cas, Romain. À la prochaine. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux sociaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. Pour l'épisode 41, qui sortira le 5 janvier, je discute avec Julien Robineau, préparateur physique de l'équipe de France masculine de rugby à 7. Restez connectés et à très vite.